Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Radio Verse, nous sommes le dimanche 14 septembre, il est 18 h et vous écoutez l'Instant Culte. L'Instant Culte, c'est l'émission qui prend un film, le décrypte et statue sur le fait de savoir si oui ou non on peut l'ériger au rang de maître. Et ce soir, pour m'accompagner, j'ai avec moi le plus talentueux, le plus objectif et l'homme le moins rancunier de toute la Terre, j'ai nommé Chris. Comment ça va, Chris? Mais ça va très bien, rancunier, enfin, pardon, pas rancunier et objectif, ça me correspond parfaitement. Bonsoir tout le monde. Et talentueux aussi alors? Ouais, un peu moins. Ah d'accord. Ça marche. Bon, t'as passé une bonne semaine? Très 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 bonne semaine, j'ai vu de très bons films, c'était cool, une bonne Ok. semaine, et toi-même? Bah parfaitement. Alors j'ai envie de te demander quel est le film qui t'a fait le plus tilt cette semaine? Alors en fait, c'était pas vraiment un film, mais j'ai vu la série Alien Earth. Ah ok. Donc j'avais du retard et j'ai vu tous les épisodes jusqu'à ce dimanche-là. Et bon, il y a pas mal de choses à dire, mais je pense qu'on en reparlera dans une autre émission. Est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles de Radioverse et des émissions qui vont bientôt être diffusées, s'il te plaît? Ben, je peux vous parler d'un replay, surtout. Vendredi dernier a démarré une émission qui s'appelle Culture Crush, où les chroniqueurs de la radio parlent de leur crush culture. Donc on a démarré avec Glee, l'Arabe du futur, L'amour c'est surcoté. Je vous invite à réécouter l'émission, le replay. Il est disponible sur la nuit du dimanche.fr et c'est un vendredi par mois à 20 h sur radioverse.fr, les premiers vendredis de chaque mois. Top, super. Eh bien, écoute, nous serons connectés et nous écouterons ça avec grand plaisir et je vous conseille effectivement le replay de ce vendredi dernier. Bien, bah écoute, on va pas perdre plus de temps et j'ai envie de dire, go, lançons une bande-annonce pour savoir de quel film nous allons parler ce soir. On raconte qu'il y a longtemps, dans le royaume souterrain, où n'existe ni mensonge, ni douleur, vivait une princesse qui rêvait du monde des humains. Un jour, la princesse s'enfuit. J'ai vu une fée. Encore des contes de fées. Tu es trop grande pour te remplir la tête de toutes ces sottises. Les guerrilleros sont dans le bois. Et on aura du mal à les débusquer. Je ne sais pas, chers auditeurs, chères auditrices, si vous aurez reconnu ce film passé plutôt inaperçu pourtant d'un grand réalisateur, hein, qui est Guillermo del Toro. C'est un film sorti en 2006, donc il date déjà, il va en tout cas bientôt fêter ses 20 ans d'ici une petite année. Le labyrinthe de Pan, c'est donc une histoire qui se déroule en Espagne à la fin de la guerre, 1944 je crois également. On suit le personnage d'Ophélia, une demoiselle qui suit sa mère, Carmen, et qui s'est récemment remariée avec un général en tout cas de l'armée locale. Et alors que la jeune fille arrive difficilement à accepter sa nouvelle vie, bah, elle découvre près de la maison un mystérieux labyrinthe et elle rencontre Pan, le gardien des lieux. C'est une étrange créature magique, démoniaque, hein, et qui va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue depuis des décennies et peut-être même des millénaires d'un royaume enchanté. Ophélia, un peu sceptique, va devoir en tout cas découvrir la vérité et affronter trois dangereuses épreuves pour savoir si oui ou non elle est bien cette princesse tant attendue. Ouais, tout à fait. Moi, j'ajouterais quand même quelque chose qui me semble primordial à ton pitch, c'est que son beau-père, c'est le capitaine Vidal, et c'est un capitaine franquiste, donc qui est chargé d'éliminer les révoltés, la rébellion, les résistants qui luttent contre le général Franco. C'est à mon sens quelque chose qui est important parce que c'est vraiment ça qui ancre le film dans une réalité tragique, cruelle et violente. euh, Et et pour qui autant fantaisiste. Fantaisiste, je dirais plus de fantasy, puisqu'on lorgne aussi du côté L'horreur, des ouais, contes de fées horreur, contes de fées au sens premier du terme, hein. Je rappelle qu'au début, les contes de fées, c'était des histoires horribles, hein, tout à fait. sanglantes, etc. Donc là, on lorgne vraiment vers ce genre de contes de fées au sens premier du terme. Et ça donne un film qui mêle fantasy, horreur et réalité tout aussi horrible pour un résultat fantastique, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Je ne dirais pas mieux. Effectivement,
on est projeté dans une réalité, dans une époque sombre, une époque complètement ancrée dans la guerre, où règne le mal, et on va y découvrir effectivement un monde qu'on a envie de qualifier de magique, mais qu'on va découvrir tout aussi nauséabond et tout aussi sombre en fait que la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est là pour moi toute la force du film, parce qu'on dit souvent que grâce aux rêves on peut s'échapper, mais finalement parfois grâce aux rêves, et on ne sait pas trop quand on est dans notre rêve si on est ancré dans une réalité ou si on est complètement absorbé par un monde imaginaire. Et quand on se réveille, en fait, on est complètement déstabilisé. Et je trouve que c'est aussi l'essence même du film, d'être aussi bien déstabilisé par la véritable vie d'Ophélia et celle qu'elle vit d'un côté plus imaginaire. Voilà, c'est ça la force du film, hein, tu l'as dit. C'est qu'on ne sait pas pendant très longtemps ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et est-ce que cette Ophélia se réfugie dans l'imaginaire total de ses lectures de contes de fées à outrance pour échapper à une réalité assez dure, avec un beau-père qui assassine des gens sans autre raison qu'une divergence d'opinion politique, et une mère qui est sur le point de mourir avec une grossesse très difficile. Ne pas trancher cette question-là pendant la majeure partie du film, ça ajoute à la tension et au questionnement qu'on se pose tout au long du film, et c'est très fort, effectivement. Ouais, exactement. Et le côté aussi horreur du film vient ajouter en tout cas à cette tension qui se crée de but en blanc et nous permet peut-être aussi de faire des allégories entre la version un peu plus imaginaire et la version un peu plus réelle, en tout cas, qu'il va y avoir à travers, j'ai envie de dire peut-être ce monde miroir. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des indices, hein. Par exemple, il y a une scène dans la réalité avec le beau-père qui se passe dans une salle à manger où il est devant une grande cheminée. Et puis après, tu as le miroir de cette scène avec un homme pâle endormi qui est un monstre, hein, qui fait penser un petit peu au monstre qu'on a vu dans Silent Hill, un autre film de Christopher Gans, si je me souviens bien. Et cette scène reprend un petit peu l'architecture de la scène réelle. Donc on se dit, ben voilà, cette petite fille n'arrive pas à gérer la réalité et elle teinte son imaginaire des trucs horribles dont elle est témoin dans la vraie vie. Donc on se dit que tout ça n'est pas vrai et que c'est son imaginaire qui souvent nous aide à colmater nos blessures. Colmater, ce n'est pas le bon mot, vous m'excuserez, à Oui, oui, cicatriser nos blessures. oui, oui, bon, colmater, cicatriser, c'est un petit peu la même chose, mais et je suis d'accord avec toi, et c'est là où ce film est vraiment d'un drame absolu parce que là où, comme tu dis, généralement, on veut se réfugier dans le rêve pour colmater nos blessures, là, on voit que l'héroïne, quoi qu'elle fasse, en fait, elle est confrontée à un destin qui la dépasse complètement et qui ne va pas être tendre avec elle, que ce soit d'un côté du miroir ou de l'autre, si on reprend l'allégorie, en tout cas qu'on peut faire avec une vie miroir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point l'un des sujets principaux du film, c'est aussi la divergence d'opinion et j'ai envie de dire, le regard que l'on porte envers l'une ou l'autre personne. Oui, et dans un certain sens, cette réalité-là, elle est encore plus horrible que le conte imaginaire que vit Ophélia. C'est-à-dire qu'on a le vrai, à mon sens, hein, le vrai méchant du film, c'est le capitaine Vidal. C'est le capitaine Vidal, quoi. C'est le beau-père qui est joué par l'excellent Sergi Lopez, que j'adore, qui est en ce moment même dans un film qui s'appelle Sirat, que j'ai vu et qui est aussi très bien, mais c'est une digression. Revenons au labyrinthe de Pan. Donc c'est pour moi le vrai méchant du film. C'est une ordure fini, quoi. C'est-à-dire que la première scène où il est cruel, il assassine deux chasseurs qui n'ont rien demandé à personne, mais d'une façon froide, horrible, inhumaine, et qui surpasse tout ce qu'on va voir dans l'horreur du monde imaginaire. Ouais, mais c'est là où c'est aussi quand même très intéressant parce que quand elle rentre dans son monde imaginaire, Ophélia a des consignes quelque part pour réaliser ses épreuves.
chaque épreuve et si elle transgresse une consigne, effectivement, c'est là où potentiellement, le danger de mort apparaît et c'est, une véritable transversalité avec ce qui se passe, en tout cas dans son monde réel, où chaque personne qui va transgresser la moindre règle établie par le capitaine Vidal sera immédiatement, sanctionnée et exécutée. Voilà, c'est ça. C'est une vraie critique du fascisme. C'est ça, une vraie critique du fascisme et au-delà de ça, je pense que ça traite aussi, beaucoup de sujets différents. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de ce film? Qu quels sujets, pour toi ont été soulevés et ont été réellement traités, de manière bilatérale, j'ai envie de dire, à travers cette œuvre? Alors pour moi, il y a deux axes dans le film. Il y a un axe qui nous dit que l'imaginaire nous sauve, que l'imaginaire nous aide, que c'est la seule guérison possible. Notre imagination, lorsque la réalité est trop forte, mais elle se teinte de sang et de dureté et d'épreuve parce qu'elle est à l'image de ce qui se passe dans la réalité. Mais le deuxième point que nous montre le film, c'est la nécessité de la lutte contre le fascisme, mais aussi contre tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous tabasse, j'ai envie de dire, que sans la lutte, il n'y a pas de liberté possible. Et que oui, la lutte, c'est mortel. Voilà. C'est-à-dire que... C'est ça que c'est là où c'est hyper important, c'est que, heu, continuer à lutter, même si, même si demain on doit y laisser notre vie, reste bon pour le futur parce que ça peut faire bouger certains curseurs pour rendre la vie meilleure ultérieurement, même si nous n'aurons pas la chance, d'en profiter. Voilà, c'est ça. Et c'est une des dernières images du film, hein. C'est-à-dire Mmh. que le pan, comme je vais spoiler un petit peu, hein, sans trop en dire, mais le pan demande à Ophélia pour la troisième épreuve, donc pour embrasser son destin de princesse et vivre une vie super heureuse de conte de fées, elle lui demande de verser le sang d'un innocent qui sera effectivement versé. Et c'est une parfaite allégorie, c'est-à-dire que pour la liberté, ben oui, le sang des innocents va être versé, mais il le sera Pour une vie pour le meilleure, meilleur des mondes, entre guillemets. exactement et donc qu'est-ce que ça c'est intéressant de s'attarder à la fin. C'est difficile, hein, de parler du labyrinthe de Pan sans aller spoiler un petit peu la fin, et de se demander, qu'est-ce que nous raconte, cette fin de film? Quel message elle veut nous faire passer? C'est ça, moi, qui pose problème. C'est que qu'est-ce que signifie la fin? Alors là, je vais spoiler complètement, hein. C'est-à-dire que la fin, on voit au final que ce n'est peut-être sans doute pas de l'imagination, et que cette jeune fille va rejoindre effectivement son monde de conte de fées. Puisqu'elle meurt, hein, à la fin, la, Mmh. la- la jeune fille, elle est tuée par son beau-père. Euh, Mais est-ce que cette donc tout mort n'est ça, pas aussi sa renaissance? Je ne sais pas, je pose des questions. ben, voilà, effectivement, est-ce que ça ne nous dit pas justement que la lutte, la finalité de la lutte, ben, c'est de mourir pour ses idées, pour que d'autres puissent vivre. Mmh. Ouais, exactement, tout à fait. Ça, c'est fort. C'est un message fort, que Guillermo del Toro a voulu faire passer et c'est vrai que c'est souvent le cas, hein, dans ses films, hein. Il a quand même, alors je sais qu'il travaille très longtemps sur ses films, que quand il est concentré sur un film, le film met du temps à se lancer, à trouver des subventions, à se produire, à se réaliser et à aboutir en sa version finale, notamment celui-ci, hein, qui est un travail de 15-20 ans, je crois. Je sais plus si tu as De l'info 20 ans. exacte. 20 ans, ouais, c'est ça, un travail de 20 ans, mais pour aboutir vraiment à un joyau, en tout cas, de cinéma et d'histoire. Oui, tout à fait. Il y a une partie de pré-production qui est aussi énorme, que ce soit pour les décors, mais pour la musique. Là, on a une musique parfaite qui revient, qui est lancinante et qui est une musique répétitive qui fait penser un petit peu à des contes de fées et ça devient de plus en plus horrifique à mesure que le film avance. C'est une très très bonne musique. Comme tout le reste, hein, le maquillage, les effets spéciaux, et pour un film qui est sorti il y a une quinzaine d'années, Mmh.
c'est quand même, on est sur du haut de gamme, quoi. Ouais, ouais, non, mais bien sûr et la fin, elle laisse aussi, transparaître, un autre message parce que tu parlais tout à l'heure effectivement, hein, on l'a spoilé, mais le en tout cas le personnage principal en la personne d'Ophélia se voit mourir, mais elle a un choix quand même, hein, son premier choix pourrait être aussi de sacrifier, l'enfant, son demi-frère qui au final est la moitié, d'une partie du bourreau que peut être, son beau-père. Et elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que même si, potentiellement ça aurait pu, en tout cas, sauver le monde, on va aller par là, et ben, elle aurait vécu ces tragédies et il aurait été sauvé, mais elle aurait ce souvenir de ce monde et de l'horreur humaine, qui pouvait en découler. Alors que son demi-frère qui vient de naître, au final, lui est quelque part la quintessence de l'innocence et repartira d'un pied neutre. Oui, mais c'est en plein dans le message. C'est-à-dire qu'elle préfère donner son sang que verser celui de l'autre. Ça nous dit que la lutte, on est obligé de la faire, qu'on doit accepter de mourir pour cette lutte juste, et que c'est toujours mieux de faire couler son sang que celui de son Que frère. celui des autres, exactement. Est-ce qu'on a des théories autour un peu de ce film? Parce qu'on est quand même sur un film, bercé de mystères et bercé d'allusions. Est-ce que toi tu as plusieurs théories autour de tout ça ou? Alors là, tu t'engages dans un terrain j'allais dire, qui est rempli de sable mouvant. C'est pas vraiment le terme, mais vu la qualité du film, la mythologie qu'il convoque, labyrinthe de Pan, donc Pan, demi-dieu, blablabli, blablabla, Ophélia. Je renvoie à la mythologie là, ça renvoie à la mythologie là encore une fois. Des créatures du film. Tout est ouvert à l'interprétation. Guillermo del Toro, lui, a dit que Pan, ça n'a aucun rapport avec le demi-dieu que l'on connaît. Mais si tu vas sur Internet, tu as des vidéos YouTube à n'en plus finir qui décortiquent, analysent et trouvent des références plus ou moins cachées dans l'œuvre de Guillermo del Toro, que ce soit dans celui-là ou dans ses autres films, puisqu'il prête à l'interprétation, hein. C'est un cinéaste qui prête à l'interprétation, La forme de l'eau, par exemple, et Les Chines du diable. Enfin, on pourrait en parler d'ailleurs dans l'instant culte. Et oui, Alors nous non, non, nous sommes dans l'instant culte, dans la nouvelle émission, Derrière la caméra. oui, oui, derrière la caméra, l'émission de Léonie qui démarre incessamment sous peu. Mais ouais, Bien parler des théories, c'est faire une autre émission qui peut durer 1 heure, quoi, eh à ben, mon, à écoute, mon avis, hein. on laissera peut-être la place justement à Léonie dans un numéro spécial de Derrière la caméra, consacré à Guillermo del Toro et à toutes les théories en tout cas qu'on peut imaginer à travers l'ensemble de son œuvre. Bon, si on devait classifier ce film, pour toi, est-ce que c'est un film culte, un film qu'il faut voir pour tous les cinéphiles, plutôt en herbe ou plutôt chevronné? Oui, c'est un film culte. C'est évidemment un film culte. C'est un film génial. C'est un film où tu ne t'ennuies pas. C'est un film où tu es scotché du début à la fin. Et il manie deux genres à la perfection, quoi. L'horreur et la réalité. Donc c'est vraiment un excellent film. Et pour toi, il n'est pas culte? Ah si, 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 c'est un film culte. Moi, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais adolescent, peut-être même un peu trop tôt parce que du coup, j'avais pas, le recul nécessaire un peu pour l'analyser et je l'ai revu après, en grandissant parce qu'il m'avait quand même marqué, hein. Marqué par certaines images et notamment, moi, la scène que je trouve le plus culte dans ce film, celle du monstre justement qui est aveugle mais qui dès qu'il met, ses mains, devant ses yeux, recouvre la vue et je trouve aussi que cette image est folle parce que, en réalité, est-ce qu'on n'aperçoit pas la réalité quand on a réellement les yeux cachés? Je m'explique, c'est-à-dire que la réalité qu'on se crée quand on s'endort n'est-elle pas plutôt la vérité à laquelle on souhaite échapper? Ouais, bah, c'est en plein dans le sujet du film, hein. Le sujet du Mmh. film aussi, qui est que l'imaginaire est vital pour l'être humain.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc si, effectivement, pour moi, c'est un film culte et même ultra culte, que je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu et qui aiment découvrir de nouveaux films intéressants et surtout puissants et profonds. Et je le reconseille encore à ceux qui l'ont déjà vu, mais peut-être dans un passé assez lointain et qui aimeraient retrouver un film dans lequel on aime prendre du plaisir, tout en passant un moment à réfléchir et à analyser. Je ne peux que te pusoyer. Veux-tu que je te parle un petit peu des critiques? Allez, c'est parti. On lance quelques critiques what the fuck ou pas. Alors oui, totalement what the fuck, hein. J'ai envie de parler du triptyque Cahiers du cinéma, Inrecuptible et Studio Magazine, Ah, euh, nos amis de toujours. nos amis de toujours, oui, qui me font vraiment penser que critique, pour certains, c'est pas donner son avis, mais c'est avoir une posture, quoi. Hmm. Donc, c'est le cas avec les cahiers du cinéma, hein. Je cite: Si Del Toro identifie reconstitution historique et conte, ce n'est étrangement pas pour jouir de cette indistinction, bien plutôt pour s'imposer et superposer les carcans des deux genres. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est... quand on a vu le film, je ne vois pas comment on peut penser ça en vrai. C'est en ça que je dis que c'est une posture, quoi. Ouais, De c'est la vraiment une critique. posture. C'est une posture et il faut avoir ses entrées pour avoir une critique peut-être positive de certains de ces critiques, en tout cas. Et pour les autres, hein, Inrecuptible et Studio Magazine, on est sur le même thème. C'est-à-dire que le film nous laisse à la porte du merveilleux. Et qu'on subit le film plutôt que de l'apprécier. Et je trouve ça, c'est ne plus avoir son âme d'enfant, Alors, torturé ou pas, hein, mais c'est d'une part ne plus avoir son âme d'enfant, mais en fait, c'est quelque part, peut-être aussi, et c'est là où moi je ne peux qu'être désadmiratif, je sais pas si ça se dit, de ces gens-là, c'est qu'en fait, ils ont peut-être raison. On nous laisse devant la porte du mystère, on nous laisse devant la porte de la magie, on n'arrive jamais vraiment à prendre. Mais en soi, est-ce que c'est pas là le génie de l'œuvre, justement, de nous laisser à cette porte et à nos propres décisions? pas mal. Hmm. Tu Voilà, m'as laissé, tu voilà m'as mon laissé sans analyse. voix. Ça fait 2 fois. Allez, il est temps de se poser deux trois questions, de jouer et peut-être de se coller. Alors que c'est ce que tu as quelque chose à m'apprendre sur le labyrinthe de Pan? Je t'avoue que moi je n'ai plus grand-chose car les allez, 1 ou 2 questions que j'avais pu trouver, en fait on les a évoquées durant notre analyse en tout cas de ce génialissime film qu'est le labyrinthe de Pan. Oui, j'ai une dernière question pour toi. Qui sont Ariel et Hugo? Ariel et Hugo, c'est pas des personnages du film, hein, on est d'accord? Non, pas du tout. Non? Ce sont mais c'est ce sont des gens, des animaux peut-être? Bravo, ce ne sont pas des gens, mais ce ne sont pas des animaux non plus. Mais tu es sur une bonne piste. Hem, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce sont des je ne sais pas, aide-moi peut-être, pas des gens, pas des animaux, mais Ouais, qu'est-ce que je vais ça te peut donner être? un indice de plus. J'aurais pu dire aussi qui sont Ariel, Hugo et Goya. Ah, ce sont les des déesses? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas. Non, je sèche là, je crois que je vais être obligé de donner ma langue au chat. C'est un exemple des prix que le film a reçus. Donc le Oh! prix Hugo aux États-Unis pour le meilleur film de fantasy, plusieurs Goya, c'est les Césars espagnols, il en a eu 7. Et D'accord, les Ariel, c'est les récompenses du cinéma mexicain, et là il en a eu 9, le labyrinthe de Pan. d'accord. Ah oui, c'est fort, effectivement. Top Voilà, je suis et fier de mes et et questions. et il a pas eu des Oscars aussi? Oh si, il a bien dû avoir, des Oscars, ce film, non? Ouais, mais Oscar, tu aurais trouvé rapide, alors que Ariel, Hugo, C'est vrai. Goya, c'était plus fun. Ouais, parce que de mémoire, hein, c'est un film qui avait eu meilleur Oscar, Oscar de meilleur décor et meilleur maquillage, justement, je crois, qui avait été une vraie prouesse pour l'époque. Oui, mais il n'a pas eu que ça, hein. Il a eu pas mal de récompenses. Mais encore une fois, j'ai dévoyé ma question pour te piéger. Ouais, mais ça, tu aimes ça, tu es sadique. Je vais te renommer, je vais t'appeler le capitaine Vidal. Oh putain, quelle horreur. Allez, trêve de plaisanterie. Chris, merci pour cette vingtaine de minutes en tout cas. Il va être temps de se quitter, de se dire au revoir et de se dire surtout à la semaine prochaine, hein, pour l'instant culte, tous les dimanches soirs
à 18h sur radioverse.fr en direct ou alors en replay sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci de m'avoir accompagné pendant ce numéro et je pense qu'on va se quitter sur justement une petite mélodie du Labyrinthe de Pan, car il faut le dire, c'est quand même une BO, et ça on ne l'a pas souligné, qui est assez aussi efficace, je trouve. Oui, d'ailleurs, une petite info en passant, la couverture de la BO, c'est une illustration qui aurait dû être l'affiche du film et qui a été au final refusée. Donc c'est amusant de le savoir, moi ça m'amuse, donc amusez-vous. Voilà, c'est aussi intéressant, amusons-nous. En tout cas, merci pour ces instants que tu m'as consacrés pour échanger sur ce magnifique film, Le Labyrinthe de Pan. J'espère, chers auditeurs, chères auditrices, que vous avez passé un bon moment, que vous allez aller voir ou revoir ce film. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Chris, merci d'avoir été là. Je te dis à dans une semaine. Merci à toi, à la semaine prochaine. À plus tout le monde. Ciao.